Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Lundi prochain, le 18 janvier, François Hollande présentera les détails de son plan d'urgence pour l'emploi. L'emploi et le chômage restent les préoccupations numéro 1 des Français. C'est dans ce contexte que le Sénat, cette semaine, a adopté à l'unanimité une proposition de loi socialiste issue de l'Assemblée nationale, une proposition de loi d'expérimentation visant à résorber le chômage de longue durée. Un dispositif qui s'inspire d'une initiative d'ATD Quart Monde qui va permettre d'embaucher pendant 5 ans dans 10 territoires volontaires des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire inscrits à Pôle emploi depuis plus d'1 an en CDI. Ils seront embauchés dans des entreprises d'économie sociale et solidaire avec une aide financière apportée par l'État, aide également apportée par les collectivités territoriales qui l'auront proposée, enfin par des organismes publics et privés, toutes ces aides étant regroupées dans un fonds spécifique. Alors vous allez le voir, si un certain nombre de groupes politiques au Sénat ont jugé l'initiative limitée, cela ne les a pas empêchés de tous voter favorablement à cette initiative. Tout de suite donc, retour au débat. C'était mercredi dans l'hémicycle. On passe à l'article 1er. La parole est à Monsieur Roland Courteau. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, puisque beaucoup de choses ont été dites, nul besoin d'y insister. Chacun sait ici à quel point le chômage de longue durée est une véritable plaie et une vraie souffrance pour celles et ceux qui en sont victimes. C'est en effet une épreuve violente dans un parcours de vie, un véritable piège qui enferme la personne touchée dans un engrenage pouvant conduire à la précarité. Dès lors, contre ce fléau tenace, nous devons être attentifs à toute innovation, à toute proposition, à toute solution, car chaque dispositif, chaque proposition, chaque innovation peut apporter sa pierre pour assurer le retour à l'emploi. Et en fait d'innovation, cette proposition en porte une de taille, avec le lancement d'une expérimentation permettant de réinsérer dans l'emploi des chômeurs de longue durée pour un coût qui pourrait être nul pour les finances publiques. L'innovation est réelle et sans précédent. Et c'est ce qui me séduit dans cette proposition de loi. Permettre de faire embaucher en CDI par des entreprises de l'économie sociale et solidaire des travailleurs rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi et faire financer en partie ces nouveaux emplois par des sommes économisées sur les aides financières allouées à ces chômeurs de longue durée. Il y a là une piste particulièrement intéressante qui mérite d'être empruntée, réorienter ou redéployer les économies réalisées par les organismes publics grâce à la sortie des personnes actuellement au chômage de longue durée. Ne négligeons pas une telle innovation et saluons l'auteur de cette proposition de loi et surtout, comme cela a été dit, ATD Quart Monde qui est à l'origine et les associations caritatives qui ont travaillé le sujet. Chaque proposition peut apporter sa pierre dans la lutte contre ce fléau qu'est le chômage de longue durée. Chômage de longue durée qui touche, rappelons-le, plus d'un chômeur sur deux. Le travail ne manque pas, les besoins existent et sont nombreux. Cette proposition de loi et les pistes qu'elle suggère sont bien la preuve que non, effectivement, comme cela a été dit, décidément, nous n'avons pas tout essayé contre le chômage. Faisons donc preuve d'audace et d'imagination. Voilà en tout cas un texte qui va dans le sens de l'intérêt général et qui prend réellement en compte la notion de droit à l'emploi tel qu'il figure dans le préambule de la Constitution de 1946. Merci beaucoup. Alors, nous passons à l'examen de 3 amendements et de 3 sous-amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le premier, le 8 rectifié, est présenté par Monsieur Jean Sanitas. Vous avez la parole, cher collègue. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, cet amendement est de précision et de sécurisation juridique. Il indique notamment le nombre de territoires qui seront concernés par l'expérimentation, soit 10 au total dans un premier temps. Il conviendra de veiller, selon l'avis d'ailleurs du CESE, à l'équilibre de la répartition entre les territoires ruraux, périurbains, urbains et en n'oubliant pas les outre-mer. On obtiendra ainsi un spectre assez large des activités possibles et des résultats en fonction de toutes les situations démographiques et économiques. Merci beaucoup. Le sous-amendement 64, c'est Monsieur Gabouty qui le présente. Très bien.
Oui, c'est un sous-amendement sur la durée qui vise de réduire l'expérimentation de 5 ans à 3 ans, non pas pour amoindrir la portée du texte, mais au contraire, poursuivre une expérimentation sur 5 ans réduit l'ambition de ce texte. En effet, il y a des expériences qui sont déjà engagées, le nombre de territoires est limité, tout le monde reconnaît qu'effectivement c'est une expérimentation petit format, malgré tout, et donc cette modification de calendrier répond à un souci de réactivité pour évaluer l'expérimentation proposée par la loi et l'étendre le plus rapidement possible si l'expérimentation est positive, et à l'inverse, effectivement, mettre fin à cette expérimentation si le dispositif s'avère inopérant. Donc c'est pour donner plus de force, plus de réactivité à la loi. Comment dire à un public de chômeurs de longue durée qu'on va faire une expérimentation et qu'on va faire ça sur 5 ans, à la vitesse, je dirais, où notre monde et notre société évoluent. Je trouve que c'est un délai qui est beaucoup trop long et qui va à l'encontre des intentions mêmes de ce texte. Merci. Le sous-amendement 60, c'est Monsieur Van der Ramberg qui le présente. Madame la ministre, il s'agit, avec cet amendement, de recourir, dans le cadre de l'expérimentation, d'élargir cette expérimentation au secteur marchand, et notamment aux petites entreprises. Bien sûr, on comprend parfaitement que l'intention première vise l'économie sociale et solidaire, je l'ai dit tout à l'heure dans la discussion générale, parce que ces entreprises connaissent bien les publics concernés, mais l'ouverture au secteur marchand se justifie aussi parce qu'en cas de généralisation du dispositif, celui-ci aura vocation à s'appliquer à tous les types d'entreprises, au-delà de l'économie sociale et solidaire, et qu'il convient donc de l'expérimenter. Je rappelle qu'on est dans une phase expérimentale, et donc si on ne teste pas, que pourrons-nous conclure? Donc voilà la raison de cette ouverture que nous souhaiterions plus large qu'elle n'est prévue. Merci. Le sous-amendement 61, Madame David. Oui, merci Madame la Présidente. C'est à notre tour un amendement de précision que nous voulons apporter dans la rédaction telle que proposée par notre rapporteur, auquel par ailleurs nous adhérons parfaitement, mais simplement nous voulons préciser que les activités économiques créées seraient des activités économiques pérennes. C'est plus dans le but, évidemment, d'affirmer ça dans l'objectif de ce dispositif qui est mis en place, puisqu'en effet, le projet de l'association porté donc dans cette PPL consiste à proposer un emploi en contrat à durée indéterminée, c'est donc bien un CDI, à hauteur au minimum du SMIC, puisque c'est le temps, c'est le droit commun du travail, et que le temps choisi serait adapté à la personne qui tiendrait cet emploi. L'emploi est donc considéré comme un élément émancipateur social et non seulement comme un élément économique. Donc notre amendement complète simplement le texte en précisant que cette expérimentation offre des activités économiques pérennes. Alors ce matin, on nous a rétorqué que nous n'étions pas devins, que nous n'avions pas de boule de cristal et que nous ne pouvions pas prétendre, avant même de les avoir créées, que ces activités économiques seraient pérennes. Bien évidemment, mes chers collègues, mais en tout cas, c'est l'objectif que nous devons poursuivre, de permettre, au travers de ce dispositif, que les activités économiques qui seront créées soient de véritables activités économiques et donc qu'elles soient pérennes. Merci beaucoup. L'amendement 55 rectifié, Monsieur Van der Ramberg. Oui, c'est le même que le sous-amendement numéro 60 que j'ai défendu tout à l'heure, donc je considère qu'il est déjà défendu. Merci beaucoup. L'amendement 43 rectifié, Monsieur Chassaing le présente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, même le rapporteur, mes chers collègues, vous avez dit, Madame le Ministre, que le chômage, c'est la peur d'être en marge. Oui, c'est tout à fait vrai. Et le droit au travail est fondamental. Donc, même si cette loi est modeste, je soutiendrai ce projet de loi, même s'il doit être amélioré. Je pense que le Sénat est
doit aussi pouvoir améliorer le texte. Bon, j'ai moi-même, pour ma commune et peut-être ma communauté de communes, fait acte de candidature au niveau du préfet de la Corrèze. Mais je pense qu'on peut... Alors, je pense que ce qui est intéressant aussi, et ça a été dit par certains, la mobilisation de local et l'initiative locale, je pense que ça aussi c'est un plus, notamment dans des territoires de petite taille. Mais comme l'a dit M. Wallenberg, je pense que effectivement ce texte doit être amélioré parce que il faut aussi pouvoir que toutes les entreprises puissent participer à l'expérimentation. En effet, les entreprises d'ES, économie sociale et solidaire, représentent qu'une partie minime des employeurs et il paraît difficile de réduire durablement le chômage de longue durée uniquement avec les entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc une aide par une exonération, par exemple, de charges sociales pendant la période de l'expérimentation permettrait d'inciter les entreprises du secteur marchand qui sont volontaires et qui ont la fibre sociale, parce que c'est vrai qu'ils ont des marges qui sont très faibles, permettrait d'embaucher des chômeurs de longue durée. Je pense que par cette exonération des charges sociales pendant 5 ans, les entreprises embaucheraient plus facilement cette catégorie de chômeurs. Cet élargissement leur permettrait de prendre du temps pour former le salarié à l'activité de l'entreprise et laisserait à celui-ci le temps de s'adapter à l'entreprise et de retrouver un rythme de l'emploi. Et ensuite, je pense que effectivement, l'emploi serait pérennisé et peut-être aussi bien ou mieux que dans l'économie sociale et solidaire. Voilà l'objet de mon amendement. Merci beaucoup. Alors, avis de Madame la rapporteure sur cette série d'amendements et sous-amendements. Merci Madame la Présidente. Alors pour le sous-amendement 64, réduction de 5 à 3 ans de la réduction de la durée maximale de l'expérimentation. Nous en avons débattu en commission ce matin. C'est vrai que le texte prévoit une durée maximale de 5 ans, en laissant, en vertu de l'article 7, le Fonds national libre d'interrompre avant la durée de 5 ans l'expérimentation, qu'elle soit concluante ou qu'elle soit décevante. Nous espérons bien entendu qu'elle sera concluante, et ce qui permettrait de raccourcir le délai. Par contre, le fait de remplacer 5 par 3 nous paraît être un peu court pour permettre notamment à certains territoires qui ne sont peut-être pas encore très avancés dans l'expérimentation de pouvoir être évalués convenablement. Donc, moi, j'avais proposé initialement un avis défavorable à cette proposition, mais la Commission des affaires sociales a donné un avis favorable ce matin. Pour le sous-amendement 60 de M. Van Lerenberg, qui est équivalent à celui de M. Chassaing, qui vise à ouvrir l'expérimentation au-delà du secteur de l'économie sociale et solidaire à l'ensemble des entreprises situées sur le territoire. Nous n'avons pas eu l'occasion de l'examiner, mais nous avions un amendement similaire ce matin et la Commission a donné un avis défavorable. Pour le sous-amendement 61 de Madame David, qui prévoit l'obligation pour l'entreprise de développer des activités économiques pérennes, j'y étais pour ma part favorable, mais la Commission n'a pas suivi mon avis et a donné un avis défavorable, estimant que l'amendement était superflu. Pour l'amendement numéro 8, qui... je m'arrête là ou je vais jusqu'au 8 ? Tout à fait. Jusqu'au 8. Alors pour l'amendement numéro 8, qui est un amendement de clarification de l'objet de l'expérimentation, la Commission a donné un avis favorable. Vous continuez, voilà. Je continue sur l'ensemble ? Oui, vous faites l'ensemble. Alors le 55, donc, qui rejoint le sous-amendement de M. Van Lerenberg, c'est un avis à nouveau défavorable.
Et pour celui de M. Chassin, 43, qui est le même argumentaire que celui de M. Van Lorenberg, l'avis est défavorable également. Merci beaucoup. Alors, avis du gouvernement, Madame la Ministre, sur cette série d'amendements et sous-amendements. Alors, s'agissant du sous-amendement 64, sur le délai de passer de 5 ans à 3 ans, j'entends bien sûr le fait qu'il y a une forte impatience aussi, et ça a été exprimé ici sur tous les bancs de cette Assemblée, cette volonté justement d'aller assez vite, puisqu'il y a en effet des territoires qui sont prêts, et par rapport à la préparation de certains territoires, il serait légitime que nous puissions avoir un bilan plus rapidement. Néanmoins, dans ce projet, il y a également la possibilité pour les entreprises qui seront conventionnées, de développer des activités qui soient pérennes, des activités et des emplois. Et donc, il me semble que si nous voulons donner toutes les chances à ce projet de réussir, nous devons donner le temps aux entreprises de se développer pour que les activités développées se pérennisent. C'est un petit peu ce qui avait été indiqué dans le cadre des échanges autour au CESE, c'est aussi ce qu'ont porté des représentants d'ATD Quart Monde. Alors moi, même si je partage bien sûr le souci de réactivité, c'est vrai que on est en train ensemble de décider une expérimentation et nous avons hâte d'avoir les résultats de cette expérimentation, mais il me semble plus raisonnable de conserver une durée de 5 ans, le bilan débutant 18 mois avant la fin de l'expérimentation. Donc c'est un avis défavorable. S'agissant de l'amendement de M. Van Lorenberg et qui est identique à celui de M. Chassin, il m'apparaît également, nous avons eu aussi cet échange à l'Assemblée nationale entre les entreprises privées et les entreprises de l'ESS. Il me semble important de conserver le bénéfice de cette expérimentation aux entreprises de l'ESS, qui ne se limite pas d'ailleurs, l'ESS ne se limite pas qu'au secteur non marchand. L'ESS est aussi dans le secteur marchand. Je crois qu'il est important aussi ici de le rappeler, parce que l'ESS est aussi une façon d'entreprendre un modèle de développement économique qui est adapté à tous les domaines de l'activité humaine, qu'ils soient marchands, non marchands. Et la ligne de partage qu'on peut dire entre l'ESS et les autres entreprises est marquée par l'adhésion à certaines valeurs, un but poursuivi autre que le partage des bénéfices, la recherche d'une utilité sociale, une gouvernance démocratique, des bénéfices majoritairement affectés au développement des activités de l'entreprise. Et je veux vraiment faire la distinction entre cette expérimentation et on n'est pas là en train de tester un nouveau dispositif en direction des petites entreprises, d'un dispositif où on a des débats par ailleurs, bien sûr, sur l'aide TPE jeune apprenti, sur l'aide TPE aux premières embauches. Il y a d'autres dispositifs pour soutenir les entreprises, mais je crois que ici, on est quand même dans un objectif qui est propre à l'ESS, qui contribue contre les exclusions économiques et sociales, pour le maintien de la cohésion territoriale. Et donc, pour moi, il me semble qu'il est intéressant que l'expérimentation s'oriente uniquement en direction vers elle. Et donc, j'émets un avis défavorable à votre amendement. S'agissant de l'amendement de Madame David, je note l'avis de la Commission des affaires sociales, mais je partage aussi le souhait de procurer des emplois durables aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'expérimentation. Il s'agit bien d'une expérimentation ici pour sortir de la précarité et viser l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi de longue durée. Et donc, pour ma part, j'émets un avis favorable à cette amélioration rédactionnelle qui est portée dans cet amendement. L'avis sur l'amendement 8 ? Oui, sur l'amendement 8, je trouve qu'il améliore la rédaction de l'article 1er, notamment qui fixe le champ de l'expérimentation à 10 territoires. Je partage en outre votre préoccupation de ne pas fragiliser le modèle économique des entreprises créées dans le cadre de cette expérimentation par des règles de non-concurrence qui seraient trop strictes, et donc j'émets un avis favorable. Si nous avons encore 2 amendements pour votre avis. Ah, c'était défavorable, oui. D'accord. Alors, nous allons passer au vote. Nous allons commencer par le sous-amendement 64, qui, je le rappelle, a un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui souhaite intervenir?
Alors, Monsieur Gabouty. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, simple remarque en réponse à Madame la rapporteure. Objecter qu'on pourra effectivement que le fonds pourra interrompre le dispositif en cours a quand même l'inconvénient d'introduire une incertitude sur le fonctionnement du dit dispositif. Quand on s'engage dans une voie comme ça, on s'engage sur des choses claires. Alors c'est 3 ans ou 5 ans, c'est pas quelque chose d'aléatoire qu'on pourrait interrompre en fonction de critères, etc. Donc c'est une réponse d'insécurité par rapport au dispositif. Quant à la réduction de la durée, je pense qu'elle va vraiment dans l'esprit dans lequel ce texte a été voulu, sans prendre en compte les nécessités de notre époque. Vous voulez expérimenter une start-up à vocation sociale et vous lui donnez le rythme d'un attelage à bœuf. Monsieur Mouillet. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Deux remarques de façon générale sur à la fois la dimension économie sociale et solidaire et à la fois sur la durée. Tout d'abord parce que là je parle également en ayant vu de très près le montage de l'expérimentation et on se rend compte qu'aujourd'hui sur les territoires, les structures qui sont mobilisées pour recruter les demandeurs d'emploi de longue durée sont avant tout des structures qui s'occupent de l'insertion. Et il se trouve de fait que la très grande majorité, je ne vais pas dire la totalité, mais la très grande majorité des structures qui s'occupent d'insertion sont avant tout des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi? Parce qu'on est principalement sur des métiers qui sont aujourd'hui qui ne sont pas rentables. Et c'est important parce que sur le territoire, en parallèle, les entreprises regardent de très près cette expérimentation et ont qu'une crainte, c'est qu'on mette en place un système concurrentiel. Donc on ne peut pas d'un côté écouter et entendre nos entreprises traditionnelles qui participent, qui observent, qui regardent de très près, puisqu'on espère justement qu'un certain nombre de demandeurs d'emploi seront amenés à basculer dans les autres sociétés. On peut difficilement écouter d'un côté les entreprises traditionnelles et se dire finalement il faut que ce soit des métiers qui ne soient pas rentables. Donc il faut être très clair aujourd'hui, seuls sur les territoires à mon avis, les structures d'insertion ont la capacité de démarrer l'expérimentation. Donc ça renvoie le débat sur l'économie sociale et solidaire. Ensuite, concernant la durée, même chose. Lorsqu'on parle avec ceux qui se sont engagés, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que le temps de mettre en place le dossier, c'est-à-dire contacter les chômeurs de longue durée, mobiliser les partenaires, là vous avez au bas mot entre 18 mois et 2 ans. Si vous faites le tour de l'ensemble des acteurs. Et ensuite, vous mettez en place la structure en partant de métiers non rentables, pour les rendre rentables. Donc je pense qu'en matière de durée, je suis partagé. À la fois, je comprends l'argument de dire il faut aller vite parce qu'on a besoin de résultats probants, mais dans la réalité des choses, les choses sont beaucoup plus compliquées et nous théorisons sur le terrain, je peux vous assurer que les choses sont un peu différentes. Merci. Monsieur Cadic. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Éradiquer le chômage de longue durée, rien de moins. Vous n'arrivez pas à inverser la courbe du chômage et pour mieux masquer cet échec, on lance une expérimentation de résorption du chômage de longue durée. On évaluerait le résultat fin 2019 ou début 2020, à mi-mandat du prochain président de la République qui sera élu en 2017. Qui peut croire que c'est avec une telle loi que disparaîtra le chômage de longue durée? Faire une loi pour faire une expérimentation. Ça choque personne. Encore une loi. Où est le pacte de simplification? Quelle loi supprimons-nous pour compenser cette nouvelle loi? Le rapporteur a reconnu que de nombreux points restent à éclaircir quant au fonctionnement et au financement de cette expérimentation. Cela sera donc fait par d'autres. La belle affaire. Moi, je souhaiterais que l'état d'urgence soit déclaré pour lutter contre le chômage. Tout le monde semble se réjouir de cette loi qui sera donc évaluée en 2019 et qui ne sera valable que pour seulement 10 territoires. Pour les autres, ils attendront 2021. Les électeurs, eux, vous évalueront en 2017. Et je crains qu'il n'ait pas votre patience. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas la vôtre. Je ne voterai pas ce texte qui laisse tant de chômeurs sur le bas-côté. Bien, Monsieur Chassaing a demandé la parole. Comment il s'appelle notre sénateur là de la Réunion? Oui, simplement, si vous voulez, pour parler du secteur marchand,
Madame la ministre, vous m'avez bien indiqué que l'économie sociale et solidaire était du secteur marchand. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, je pense que dans certains territoires, notamment celui que je connais le mieux, qui est rural isolé, alors, je suis d'accord avec M. Cadix, hein, tout ça, c'est pas la panacée, c'est pas avec ça qu'on va régler le chômage, mais pour moi, c'est un petit plus pour certains territoires et il faut absolument rien négliger. Donc, moi, j'y suis favorable et ce que je voudrais faire comprendre et évoluer, c'est que l'artisanat, le commerce dans des territoires ruraux isolés a des marges très limitées. Et je pense qu'il serait bien, peut-être pas dans un premier temps, mais quand même assez rapidement, de pouvoir le faire évoluer vers le secteur marchand, peut-être sur un autre domaine. Ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'était simplement de diminuer les charges sociales dans ce secteur pour le secteur marchand. Et je pense que ça serait une évolution très positive. Merci. Monsieur Vergoz a demandé la parole. Oui, Madame la Présidente, mes collègues, je ne vais pas rentrer dans la caricature que vous avez si bien portée, mon cher collègue, parce que le sujet est grave. Moi, j'habite une île où il y a 30% de chômeurs, monsieur. 30. 60% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. 60. Dans l'Hexagone, 25. Et à partir de 10% ici, vous lancez des SOS. Les signaux d'alarme résonnent de partout. J'ai pas le temps de rigoler. J'ai pas envie de rire. Et vous m'avez pas fait rire, monsieur. Parce que j'ai attendu les prédécesseurs, les gouvernements précédents. Et dans mon île, quand ils venaient nous rendre visite, nos ministres, ils me disaient « Assistana, assistana, assistana ». Je ne peux plus entendre cela, monsieur. Je suis chef d'entreprise. Et ma conviction, c'est qu'on ne pourra jamais développer l'emploi si on ne fait pas marcher et l'économie marchande, l'économie de référence, économie maîtresse, et l'autre jambe de cette économie qui est l'économie sociale et solidaire. Je suis très respectueux, mon collègue, mais j'ai mal à entendre ces mots que vous sortez en rigolant. Ça me fait plus rire. Et je vais vous dire une chose, mes amis. Faisons cette petite expérience. Madame la ministre, je ne suis pas concerné et pourtant je viens de vous dire les drames que vit mon territoire, La Réunion. J'ose espérer que vous retiendrez un territoire ultramarin et je rêve que ce soit le mien. Je dis simplement, mes collègues, et c'est M. Van Leeuwenberg que j'aimerais convaincre, M. Chassin que j'aimerais convaincre. Je vous ai entendu en commission, l'esprit ouvert. Tentons l'expérience. L'économie marchande, c'est l'économie des références. Nous avons aujourd'hui, depuis 2014, une loi revisitée sur les associations, sur les coopératives, une loi qui a considérablement fait avancer les choses. C'est nous qui l'avons fait, mais quelque part, je vous compte dedans. J'en prends pas ombrage, certains d'entre vous y étaient. Je dis simplement que faisons de cette économie d'accueil, l'économie d'expérience de cette démarche. Et M. Wallenrenberg, je vous l'ai dit ce matin, je suis persuadé que cette économie sociale et solidaire, au travers de cette expérimentation, ouvrira des champs qui seront demain autant de passerelles vers l'économie de référence, l'économie marchande. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Blandin. Chers collègues, chacun parle avec son cœur et la dernière intervention le prouve et vous avez tous parlé avec vos convictions. Mais il reste 2 heures, on n'a pas encore voté un amendement et vous avez la force du nombre et d'un côté et de l'autre. Donc laissez le couperet du vote se faire avant 1 heure. Sinon vous jouez la montre, vous évitez de vous prononcer et la loi passera pas. Monsieur Van Leeuwenberg. Juste un mot, Madame la Présidente, pour retenir effectivement la demande de Madame Blandin. Je dis, franchement, si vous croyez à cette loi, si vous croyez à cette expérimentation, de grâce, réduisez la durée. Je ne crois pas aux arguments qui ont été avancés jusqu'à présent. Avec 3 ans, on a assez de temps. Mais est-ce que vous êtes conscient de ça? Je pense que
vous êtes figé, on est dans l'expérimentation, il faut tester. On sait très bien que ça sera imparfait, mais c'est le test. Donc il faut aller vite, sinon on va être, comme l'a dit tout à l'heure Olivier Cadic, fort justement, on va attendre 2020 avant de commencer peut-être à pérenniser le système. Mais les chômeurs n'attendent pas. Madame Brick. Franchement, Monsieur Valremer, si on est en séance pour refaire le débat de la commission qui a été long et sérieux, ce n'est pas du bon travail parlementaire. Moi, je crois qu'on est sur le sous-amendement 64, il s'agit de la durée. Et je pense que M. Mouillet a bien décrit le dispositif qu'il connaît bien, puisqu'il en a un sur son territoire. Il faut du temps pour le mettre en route, et je voudrais vous faire remarquer aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est une loi qui, dans son énoncé, comporte une évaluation. C'est extrêmement important. Nous n'avons pas la culture de l'évaluation en France. Et là, c'est une première. Nous allons évaluer le travail qui sera fait. Et Madame la ministre vous a dit que le bilan commencerait 18 mois avant la date maximale de 5 ans. Si vous faites bien les comptes entre ce que vous a dit notre collègue, le temps de préparation, le temps de mobilisation des acteurs et le temps où commence le bilan, vous avez quand même une durée très courte pour faire cette évaluation. Alors, ne nous faisons pas de mauvais procès. Je crois que si on veut une loi d'expérimentation, une loi où il y a une évaluation, qui plus est, grâce à la rapporteure et aux remarques qui ont été faites par les associations porteuses ATD Carmonde et par le Conseil économique et social, ce sera fait par un organisme indépendant. Donc c'est une première, cette loi. C'est vraiment une loi d'innovation sociale. Et c'est ça que nous voulons voter. Alors, elle ne va pas se substituer à bien d'autres mécanismes qui, du reste, vont être annoncés le 18 par le Président de la République, mais qui existent déjà. Et je reparlerai tout à l'heure pour répondre à votre argumentation sur les emplois marchands. Mais là, il s'agit de la durée. Merci. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement 64, le sous-amendement, 64, qui a reçu un avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement, qui est donc pour. Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Un amendement 60 qui a reçu 2 avis défavorables, Commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le sous-amendement 61, avis défavorable de la Commission, favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Alors, comme le résultat est serré, pour ne pas être sûr de ne pas nous tromper, nous allons faire assis debout. Donc, qui est pour? Oui. Bien, qui est contre? Non, 27. L'amendement est adopté.
Le sous-amendement. Ah, vraiment, excusez-moi. Et alors maintenant, vote de l'amendement 8 qui a reçu 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Le 55 et le 43 tombent. Nous passons à l'amendement numéro 9 qui est présenté par Monsieur Jean Sanetas. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc sur l'amendement 9 rectifié, cet amendement procède à des coordinations et clarifications juridiques qui vient corriger un oubli relatif aux EPCI qui devront financer l'expérimentation, évidemment, sur une base du volontariat. Alors, avis de la Commission, Madame la rapporteure. La Commission a donné un avis favorable. Merci. Avis du gouvernement? Favorable. Favorable. Je le mets aux voix avec 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement 2 rectifié bis. Monsieur Mouillet le présente. Oui, je le présente simplement pour réinsister de nouveau sur la nécessité d'un concours volontaire au niveau financier de la part des collectivités. Ça a été beaucoup dit au moment des interventions à la discussion générale, mais je crois que c'est vraiment le point fondamental, en tout cas pour notre groupe politique, sur cette clarté. Donc ça a été, je connais déjà les avis, donc je serai amené à retirer cet amendement, mais j'entends quand même l'intervention de Madame la Ministre pour bien nous le repréciser. Voilà. Alors, avis de la Commission. Alors, la Commission a considéré que la demande de M. Mouillet était satisfaite et a donné un avis défavorable s'il n'acceptait pas le retrait. Bien. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Écoutez, la question du financement a beaucoup été abordée tout à l'heure. Moi, je l'ai dit devant vous, l'État consentira un effort financier exceptionnel pour la première année. Pour mieux accompagner le lancement, on a parlé d'amorçage justement cette expérimentation et sa mise en œuvre. Je vous confirme que la participation de l'État s'élèvera à la hauteur équivalente d'un CIE. Je crois que c'est un signal fort et le gouvernement s'y engage devant vous. Le fait qu'on mette que les collectivités locales soient volontaires, bien sûr qu'on ira chercher aussi la participation d'organismes publics, d'organismes privés, mais le caractère volontaire de la participation des collectivités locales montre que, en effet, l'amendement est aujourd'hui satisfait et donc je vous invite à le retirer. Monsieur Mouillet, vous le retirez? Parfait. Nous passons à l'amendement suivant, le 10 rectifié, Monsieur Jean Sanetas. Présidente, Madame la Ministre, donc cet amendement procède aussi à des coordinations et clarifications juridiques qui viennent de nouveau corriger un oubli relatif aux EPCI. Merci. Avis de la Commission, Madame la. Alors, pour compléter un peu ce que vient de dire M. Jean Sanetas, c'est un amendement important puisqu'il opère la distinction entre le rapport portant sur le bilan de l'expérimentation et celui de son évaluation, et la Commission a donné un avis favorable à cet amendement. Avis du gouvernement. Favorable. Favorable. Je le mets aux voix avec 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement suivant, 40 rectifié terme. Monsieur Gabouty. Oui, cet amendement s'insérait dans le dispositif de réduction de 5 à 3 ans. Mais effectivement, comme on est sur un petit échantillon avec de petites ambitions et que par contre on est sur des délais relativement longs, restons sur les délais longs, 18 mois, 5 ans. Donc l'amendement n'a plus d'intérêt, je le retire. Vous le retirez. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons avec un amendement et un sous-amendement qui font l'objet d'une discussion commune. Monsieur Jean Sanetas, pour l'amendement 11, rectifié bis. Oui, cet amendement est sans doute, comme l'a indiqué le rapporteur, Madame le rapporteur ce matin en commission, le plus important parmi ceux que nous examinons ce soir. En effet, il confie à un comité scientifique indépendant spécifique le soin de réaliser l'évaluation de l'expérimentation, le fonds étant seulement chargé de réaliser son bilan comptable et financier. Cet amendement s'inspire du mécanisme mis en place pour l'évaluation de la garantie jeune et devrait permettre un débat serein sur l'opportunité de généraliser ou non l'expérimentation.
Merci. Le sous-amendement 62 est présenté par Madame David. Oui, merci Madame la Présidente. Nous sommes en plein accord avec ce que vient de présenter notre collègue et nous souhaitons que cette expérimentation, qui se fera donc par un comité scientifique indépendant, puisse également évaluer les formations suivies par les personnes engagées dans ce processus, puisqu'en effet, une partie de la réussite de ce dispositif tournera aussi autour des formations qui leur seront accordées et il nous semble donc important que dans ce bilan de l'expérimentation, les formations suivies soient comprises dans le périmètre de l'expérimentation. C'est le sens de ce sous-amendement que nous faisons à cet amendement. Merci. Avis de la Commission sur amendement et sous-amendement. Alors, la Commission avait émis un avis de sagesse sur le sous-amendement 62, qui est en fait la traduction de l'amendement qui avait été examiné ce matin, et un avis favorable à l'amendement numéro 11. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Avis favorable sur les deux amendements. Favorable sur les deux. Alors, on va mettre aux voix le sous-amendement 62. Avis de sagesse de la Commission, favorable du gouvernement, qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et donc, vote sur l'amendement 11 avec deux avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté. Je mets aux voix donc l'article 1er. Qui est pour? Qui est contre? Non. Qui s'abstient? Il est adopté. Alors, nous passons à l'article 2 avec l'amendement 12 rectifié. Monsieur Jean Sanetas. Merci. Donc cet amendement clarifie la liste des bénéficiaires de l'expérimentation tout en l'élargissant aux demandeurs d'emploi qui ont démissionné de leurs anciens postes et ceux qui ont conclu une rupture conventionnelle. Nous avons été en effet nombreux, sur tous les bancs de notre Haute Assemblée, à nous interroger sur le cas de ces personnes qui, au moins formellement, ne sont pas involontairement privées d'emploi. Elles peuvent néanmoins être inscrites à Pôle emploi depuis plus d'1 an et répondre au critère essentiel qui est celui du chômage de longue durée. Merci. Alors, avis de la Commission sur cet amendement. L'avis est favorable. Favorable, Madame la Ministre. Favorable. Favorable. Donc Ah, Madame David, une prise de parole. Oui, très rapidement, juste pour dire que nous sommes en plein accord avec cet amendement et que en commission, c'est ce que je disais tout à l'heure à la tribune, dans la discussion, nous avons retiré un amendement qui poursuivait le même but, qui n'était pas rédigé de la même manière, mais poursuivait le même but. Donc nous avons retiré notre amendement et bien évidemment, nous voterons en faveur de celui présenté par nos collègues du groupe socialiste. Merci beaucoup. Donc je le mets aux voix. Deux avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Et donc, les deux amendements suivants tombent. Et donc, l'article est ainsi réécrit. Alors, nous en sommes à l'article 3, où là, nous avons 7 amendements et un sous-amendement qui font l'objet d'une discussion commune. Le premier, le 13 rectifié bis, Monsieur Jean Sanetas. Pardon. Nous sommes à l'article 3, avec le premier amendement, 13. Il n'avait pas suivi, il pensait qu'on allait voter. Merci. Je n'ai pas branché. Cet amendement apporte des améliorations rédactionnelles et de coordination juridique. Il permettra de distinguer clairement les territoires retenus pour l'expérimentation des autres collectivités, notamment le département ou la région. En écho aux interrogations de la Commission ce matin et de la nouvelle intervention de notre collègue Philippe Mouillet tout à l'heure, je voudrais ajouter que pour nous, le département et la région
auront toute capacité à participer à l'expérimentation, notamment par les actions d'accompagnement et de formation. Pour autant, il est clair que l'initiative telle qu'elle existe déjà aujourd'hui dans plusieurs territoires part du terrain, des constats faits sur celui-ci et de l'implication de tous les partenaires locaux. L'amendement propose également de renforcer le volet accompagnement des salariés de l'entreprise conventionnée, comme l'ont souligné l'Agence nouvelle des solidarités actives dans son étude de faisabilité, ainsi que le Conseil économique et social et environnemental dans son avis. Merci. Le sous-amendement 63, non, c'est Monsieur Vatrin qui le défend. Oui, nous souhaitons ici sous-amender l'amendement 13 rectifié. Nous demandons d'inclure à l'alinéa 25, après les mots « et de déterminer les modalités d'accompagnement », les mots « notamment en matière de formation professionnelle ». Nous avions initialement déposé plusieurs amendements sur le sujet de la formation professionnelle. Ne pouvant cependant être trop directif et suite aux discussions de ce matin en commission des affaires sociales, nous avons donc modifié notre rédaction. Il nous semble en effet que les exigences en termes de formation attachées à cette expérimentation doivent être à la hauteur de l'approche nouvelle et des ambitions affichées dans ce texte, c'est-à-dire concourir à une insertion professionnelle durable des deux demandeurs d'emploi de longue durée. Il nous apparaît aussi très important de citer la formation au service des demandeurs d'emploi au moment même où le président de la République, à l'occasion de ses vœux, a annoncé l'objectif de former 500 000 demandeurs d'emploi contre 150 000 actuellement. Il semble même qu'une de ces priorités viserait les chômeurs de longue durée. Dès lors, il nous apparaît normal que les comités locaux qui vont piloter l'expérimentation prennent bien en considération la formation professionnelle dans l'accompagnement individuel dû aux demandeurs d'emploi et la qualité de cette formation, si possible qualifiante, à tout le moins certifiante. Nous vous demandons, pour ces raisons, de bien vouloir adopter ce sous-amendement qui répond à ces objectifs. Merci. L'amendement 57, Monsieur Van der Remberg, le présente. Que l'affaire est entendue, c'est encore un amendement qui concerne l'économie marchande et donc je le retire tout simplement. Très bien. Le 42 rectifié bis, Monsieur Gabouty, le présente. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, simplement en matière de gestion, il est parlé effectivement de gestion par une association dont la composition du conseil d'administration est définie dans le présent texte, ce qui n'était pas nécessairement obligatoire dans la mesure où on ne connaît même pas les statuts de la dite association. Donc, sauf qu'il est composé d'un conseil d'administration qui, si j'ai bien compté, pourrait avoir entre 50 et 60 membres. Lorsqu'on gère un fonds et lorsqu'on gère une association, confier la gestion à une instance qui compte de 50 à 60 membres, je dirais, est une inflation qui est d'une plus grande inefficacité. Et donc, moi, je propose une réduction à 20 membres, faisant confiance au gouvernement, puisque la liste pourrait être fixée par décret. Ce qui n'empêche pas d'autres organismes ou représentants qualifiés, sans voix délibérative, d'être associés aux dits travaux de l'association et de son conseil d'administration. Donc, c'est je dirais, un amendement d'efficacité de fonctionnement de la structure gestionnaire du fonds. Merci. L'amendement suivant, Monsieur Husson le représente, c'est le 5. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, simplement, il est proposé, quand je dis simplement, c'est un ajout qui a son importance, puisque vous savez que l'Alliance Ville-Emploi est une association qui est finalement la tête de réseau des maisons de l'emploi et des plis, en tous les cas partout sur le territoire national où elles existent et où leurs savoir-faire sont reconnus. Il apparaît donc parfaitement cohérent que cette association soit représentée à chaque fois dans le conseil d'administration, puisqu'à la fois ça rejoint son objet, ses compétences, son savoir-faire et son expertise. Merci. L'amendement suivant, 52 rectifié, Madame Jouve.
Oui, cet amendement rejoint le précédent. Donc, l'article 3 précise notamment les missions et la composition du Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Ainsi, la gestion du fonds sera assurée par une association dirigée par un conseil d'administration de 32 membres, parmi lesquels seront notamment représentés le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et d'exclusion sociale, le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire pour l'emploi, etc. Cet amendement propose que le conseil d'administration de l'association comprenne également un représentant de l'Alliance Ville-Emploi. Cette association regroupe les collectivités territoriales, communes, établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs outils territoriaux de développement de l'insertion et de l'emploi, les maisons de l'emploi et les plans locaux pour l'insertion et l'emploi. Son président l'a rappelé, c'est un creuset d'expériences à partager, une vitrine de cette volonté d'initiative des collectivités territoriales et une force d'entraînement de tous les élus locaux pour le développement de l'insertion et de l'emploi. Aussi, sa présence au sein du conseil d'administration de l'association qui met en place cette expérimentation en faveur de l'emploi au niveau intercommunal est tout à fait légitime. Merci. Amendement suivant, le 7 rectifié, Monsieur Husson. Voilà, alors toujours dans le cadre de cette expérimentation, je pense qu'il faut rappeler que partout, je viens de le dire à l'instant, où existe un certain nombre de dispositifs sur les territoires qui s'occupent d'emploi et d'insertion, et notamment quand ils sont fédérés par les communes dans des intercommunalités, l'objectif, non seulement c'est de s'appuyer dessus, mais c'est de les rendre compatibles avec les dispositifs existants qui sont repris dans l'amendement, que ce soit sur les principes de coordination des politiques de l'emploi préexistantes sur les territoires, mais que ce soit également de les nouvelles conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, ou bien encore dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, c'est-à-dire ce qui est tout à fait conforme à la loi NOTRe. Amendement 48 rectifié, Madame Jouve ou Madame Malherbe. Pardon, c'est comme moi. Effectivement, c'est important dans ce cadre-là que les actions du comité soient en cohérence avec tout ce qui existe déjà et qui sont portés par les acteurs locaux. Et on estimait effectivement que c'était mieux en l'écrivant dans le cadre de l'alinéa 26 sur le comité local qui établit un programme d'action approuvé par le fonds. Et on souhaitait pouvoir ajouter en cohérence, bien évidemment, avec les actions des acteurs territoriaux pour l'emploi. Donc, effectivement, la discussion qui a eu lieu ce matin en commission des affaires sociales énonçait qu'il était a priori satisfait, mais je voudrais les précisions qui m'assurent que cet amendement est bien satisfait pour pouvoir le retirer, parce que sinon, il est pour nous fondamental que cette cohérence existe avec l'ensemble des acteurs territoriaux, même si ça paraît être une évidence. Merci beaucoup. Merci. Alors, avis de la commission sur cette série amendements et sous-amendements. Sur la totalité des amendements en discussion commune, donc sur le sous-amendement 63, la commission a estimé ce matin qu'elle ne voyait pas la nécessité de préciser la notion d'accompagnement, qui est la première partie de l'amendement, qui comprend évidemment les actions de formation, mais qui ne s'y réduit pas, et l'avis est plutôt défavorable. Sur l'amendement numéro 13, obligation pour le comité local de prévoir les actions d'accompagnement des bénéficiaires de l'expérimentation en lien avec le service public de l'emploi, c'est un avis favorable. Sur l'amendement 42 de Monsieur Gabouty, moi j'avais indiqué en commission qu'il me semblait difficile de revenir sur un accord qui avait été trouvé à l'Assemblée nationale sur la composition du conseil d'administration, mais néanmoins la commission avait donné un avis favorable à cet amendement. Sur le numéro 5, concernant l'attribution d'un siège à l'association Alliance Ville-Emploi, donc sur les amendements 5, 27 et 52 qui ont le même objet, nous avions eu
discussion et quelques hésitations, même si d'un côté il est un peu difficile d'être favorable à une restriction à un conseil d'administration de 20 membres et d'un autre côté à l'étendre à une nouvelle participation. La position de la commission était la demande de retrait, sinon un avis défavorable sur les 3 amendements. Le 52, donc c'est un avis défavorable. Le 7 rectifié, obligation pour les comités locaux de comprendre les maisons de l'emploi et structures pli. C'est également une position de retrait ou un avis défavorable. Et le 48, obligation d'établir un programme d'action en cohérence avec l'action des acteurs territoriaux pour l'emploi. C'est un amendement qui nous paraît largement satisfait, dont nous avons demandé le retrait, sinon un avis défavorable. Merci. Alors, Madame la Ministre, avis du gouvernement. Alors, s'agissant de l'amendement numéro 13, c'est un avis favorable. S'agissant de l'amendement, excusez-moi, du sous-amendement, pardon, numéro 63 de Madame David, c'est un avis défavorable. S'agissant du numéro 42, c'est un avis défavorable. Sur le numéro 57 et 52, écoutez, notamment la présence de la représentation de Alliance Ville Emploi au conseil d'administration du fonds. Écoutez, moi j'ai un avis sagesse. Hein. Je vois que par exemple dans l'expérience qui est en train de se mettre en œuvre à Mauléon, c'est la maison de la MDE qui s'en occupe, de développement de l'emploi. Voilà, il peut y avoir un intérêt qui soit au sein du conseil d'administration du fonds. Donc véritablement, je laisse votre assemblée vous prononcer. S'agissant de l'amendement visant de l'amendement numéro 7, c'est un avis défavorable parce que si nous commençons à citer l'ensemble des membres des comités locaux, on en oublie forcément. Par exemple, le Cap Emploi en direction des personnes handicapées, il y en a énormément sur le territoire. Et je crois que la réussite de cette expérimentation partira justement de la capacité des territoires à eux-mêmes concevoir leurs comités locaux selon la dynamique de ce territoire. Bien évidemment, il y aura tous les acteurs de l'emploi, enfin je ne doute pas comment ça peut être autrement, mais c'est vrai que si nous commençons à en mettre quelques-uns, on en oubliera toujours, donc je préfère que ça parte directement des territoires. Merci. Alors, nous allons reprendre l'examen. Je vais commencer par mettre aux voix le sous-amendement 63 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement 13 rectifié bis, 2 avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Alors, le 42 tombe. Le 7 également. Donc, nous prenons l'examen du 5, pour lequel la Commission a demandé un retrait et le gouvernement sagesse. Donc, j'interroge M. Husson. Vous le maintenez. Donc, je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Ah, Monsieur Mouillet, vous souhaitez intervenir? Oui, Madame la Présidente, juste une intervention. Au regard des discussions de ce matin, on a beaucoup abordé ce sujet-là sur l'application des maisons de l'emploi. Et finalement, votre intervention, Madame la Ministre, nous donne un bon compromis, finalement. C'est-à-dire la reconnaître à un certain niveau, mais pas forcément dans la totalité de la démarche. Donc, j'aurais, moi, plutôt un sentiment favorable aujourd'hui sur cet amendement, même si ce matin, les choses étaient beaucoup plus mitigées. Mais les débats servent aussi à évoluer dans nos propos. Bien. Alors, je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je pense même vote pour le 52. Et enfin,
Le 48, pardon. Excusez-moi, c'est celui où on n'a pas eu l'intervention de Madame la ministre. Madame la ministre, pardon. Voilà, vous attendiez une réponse pour éventuellement le retirer, c'était ça. Alors, Madame la ministre, sur le 48 rectifié. Oui, bien évidemment. Le projet territorial déterminera la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité local, en fonction notamment des acteurs localement présents, comme je l'ai dit. Je ne suis pas pour une liste exhaustive parce qu'on en oublie toujours forcément. Et donc, je pense que vous pouvez retirer votre amendement parce qu'il est satisfait. Madame Malherbe. Bon, bien que ce ne soit pas précis, je retire l'amendement. Vous le retirez. Merci. Alors, nous poursuivons l'amendement 35, Madame Cohen. Oui, merci Madame la Présidente. Nous souhaiterions préciser les critères, les fixer en insérant les mots économiques, sociaux, environnementaux et garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est vrai que la discussion que nous avons eue en commission ont introduit le fait qu'à partir du moment où on nomme les critères, on risque d'en oublier. Mais je veux profiter de ce moment pour attirer votre attention, Madame la Ministre, sur le souci que nous avons concernant effectivement le fait que ce dispositif profite à égalité aux femmes et aux hommes, puisque nous avons vu que pour le chômage de longue durée, tout un temps, effectivement, c'était les femmes qui pâtissaient de ce chômage à longue durée. Aujourd'hui, les courbes se rejoignent et il y a plus de chômeurs longue durée hommes. Mais néanmoins, justement, nous avons également un phénomène qui fait qu'il y a un sous-emploi caché des femmes, puisqu'il y a un temps partiel qui est très important chez les femmes. Donc, nous souhaiterions que le dispositif profite autant donc aux femmes qu'aux hommes. C'est une intervention que j'aurais pu faire à l'amendement numéro 2, mais comme il a été réécrit totalement, eh bien, finalement, notre amendement est tombé. Donc, c'est vrai que je profite de cette incise pour défendre à la fois les critères que nous voulons voir apparaître et insister un peu lourdement sur cette notion qui est importante, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas réelle au niveau de l'insertion professionnelle et notamment au niveau de la précarité et du chômage. Donc, voilà pourquoi je réinsiste sur cet élément. Merci. Alors, avis de la Commission sur cette... Alors, la Commission, bien que partageant le souci de Madame Cohen de garantir l'égalité entre les hommes et les femmes, a estimé que cette liste limitative risquait d'être un obstacle parce qu'elle risque d'être incomplète. Et la Commission donc a demandé le retrait de cet amendement ou sinon un avis défavorable. Gouvernement, Madame la Ministre. Oui, avis défavorable également, même si je serai particulièrement vigilante à ces critères, mais on ne peut pas mettre une liste, ça sera intégré dans le décret qui définira justement le cahier des charges dans le cadre de ces expérimentations. Et bien sûr, l'attention portée sur les femmes sera bien sûr importante. Madame Cohen. Bon, alors dans ce contexte, effectivement, on accepte de retirer notre amendement, mais j'insiste vraiment sur cette égalité d'accès à ce dispositif entre les femmes et les hommes. Et donc, j'entends ce que mes collègues disent, mais je souhaite absolument que ça soit porté dans la discussion. Voilà. Et donc, vous le retirez. Merci beaucoup. Et donc, nous allons passer au vote sur l'article 3, qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article additionnel après l'article 3, deux amendements identiques. Le premier, Monsieur Husson le présente. Oui, dans la droite ligne des amendements défendus précédemment, je pense que là encore, il faut tenir compte des dispositifs existants sur les territoires, puisque ça a été dit depuis le début de ce débat. Les expériences doivent venir du territoire, là où on est bien organisé, ou en tous les cas à travers à nouveau les plis ou les maisons de l'emploi. Il apparaît naturel que ces acteurs, dont l'expertise est essentielle et reconnue,
participent à ces expérimentations. Voilà l'objet de cet amendement. Merci. L'amendement suivant, Madame Jouve, le 53. Oui, comme vient de le dire Monsieur Husson, cet amendement vise à associer, lorsqu'ils existent dans les territoires d'expérimentation, les maisons de l'emploi et les plans locaux pour l'insertion et l'emploi. Ce sont des outils d'animation, d'innovation et de mise en œuvre des politiques de l'emploi au niveau local, en coordonnant les actions des différents acteurs de leur territoire. Ils s'inscrivent dans la stratégie territoriale pour l'insertion et l'emploi. À ce titre, il serait tout à fait légitime de s'appuyer sur ces acteurs existants qui apporteraient une expertise essentielle au succès de cette expérimentation. Merci. Avis de la commission sur ces deux amendements. Alors pour même avis pour les deux amendements. La commission a demandé le retrait ou sinon un avis défavorable. Avis du gouvernement. Pour ma part, c'est un avis défavorable. Je crois que l'enjeu de cette expérimentation, c'est justement de partir des collectivités. Et je crois que c'est dans le cadre de leur candidature qu'ils doivent exprimer. Je ne souhaite pas à ce stade orienter le pilotage systématique de ces expérimentations par les MDE sur les territoires ou les plis. Je crois que ça appartient vraiment en décision à tous les acteurs locaux et la collectivité de décider qui doit piloter. On nous reproche bien souvent dans le champ du travail, de l'emploi, de mettre en place, d'avoir un problème de lisibilité des dispositifs, de mettre en place bien souvent des choses un peu trop corsetées sur le plan national. Je le dis d'autant plus que je viens d'admettre auprès des préfets la fongibilité entre les aides au poste dans l'insertion et les contrats d'insertion. Donc on voit bien qu'il y a une demande qui vient plutôt des territoires pour qu'on ne rigidifie pas trop. Donc voilà, c'est un avis défavorable parce que je pense qu'il faut vraiment partir des territoires et des volontés des collectivités. Alors, Monsieur Husson, Madame Jouve, maintenez-vous ces amendements? Monsieur Husson. Alors, une explication, Madame la Ministre. Bien sûr que je le maintiens, puisque l'objectif n'est pas de rendre obligatoire. Mais j'en profite, Madame la Ministre, pour saluer en tous les cas le revirement de la position du gouvernement. Moi, je ne me suis pas exprimé jusqu'à maintenant, puisque concernant le même sujet, il y a 1 an et demi, on nous expliquait que finalement les maisons de l'emploi, peut-être c'était bien, mais comme il y avait une disparité territoriale, finalement on laissait les collectivités locales, quand bien même elles s'impliquent, quand bien même elles participent au financement de ces dispositifs, plutôt livrées elles-mêmes. Donc je veux saluer l'engagement sous votre responsabilité. C'est un ministère qui est bien compliqué, j'en conviens, à exercer. Les résultats, ça a été dit par d'autres, sont compliqués, mais quand vous vous mobilisez aux côtés des collectivités locales, je crois qu'il faut d'abord penser à celles et ceux qui n'ont pas de travail et depuis longtemps, et là encore reconnaître la capacité d'expertise quand les acteurs locaux sur un territoire se sont ensemble mis d'accord pour ce sujet. Et je veux enfin vous rappeler, Madame la Ministre, puisque vous y êtes déjà venue, qu'en Meurthe-et-Moselle, dans mon département, il y a 3 maisons de l'emploi, où les 3, sur des territoires différents, urbains ou moins urbains, mènent des actions de coordination au service des populations les plus en difficulté, les plus éloignées de l'emploi. C'est la raison pour laquelle vous avez compris que ma combativité et ma détermination sont intactes. Merci. Même avis, Madame Jou. Bien. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement 6 rectifié qui a donc reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est donc pas adopté. Et on me sort pour le suivant. Alors, nous passons à l'article 4 avec 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le premier, le 58 rectifié, Monsieur Van Lerenberg. Retiré. Et le suivant, Monsieur Jean Sanetas. C'est le 14 rectifié. C'est un amendement de coordination. Bien. Avis de la commission? Favorable du gouvernement? Favorable, je le mets aux voix. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement suivant, 36 rectifié bis, Madame David. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement est typiquement issu des travaux que nous avons réalisés ce matin en commission, puisqu'en effet, il se substitue à deux amendements précédents que nous avions déposés, un qui demandait à préciser que le salarié, ou tout au moins le salaire, soit à hauteur de la grille en cours dans l'entreprise qui serait donc conventionnée avec le fonds pour employer ses salariés, et un second qui disait que le temps de travail ne pouvait pas déroger aux 24 heures qui sont le temps légal aujourd'hui en vigueur. Mais avec la discussion que nous avons eue ce matin et la confirmation par Madame la rapporteure que ce dispositif rentrait bien dans le droit commun du travail, il nous a semblé que plutôt que d'inscrire dans la loi la notion du SMIC, qui du coup induirait qu'on n'est pas dans le droit commun, puisque si on est dans le droit commun, il n'est pas utile de rajouter dans ce texte que le salaire sera au minimum au SMIC. C'est le droit commun, donc pas besoin de le préciser. De fait, il nous semblait qu'on pouvait modifier la fin de cet article 4 et supprimer la partie qui parle justement du SMIC par une phrase qui dirait « conformément au droit du travail », ce qui permet d'assurer franchement le fait que ce dispositif est bien dans le droit commun du travail. Voilà, donc ça c'est vraiment grâce au travail de la commission ce matin qui nous a permis du coup de transformer ces deux amendements en un seul. Et vraiment, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, c'est, je pense, malvenu d'inscrire dans le texte la notion du SMIC si véritablement on est dans le droit commun du travail. Donc je vous propose cette mesure qui nous permettrait d'être du coup tous d'accord. Merci. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Alors, les auteurs de cet amendement souhaitent que le droit commun du travail s'applique aux CDI conclus dans le cadre de l'expérimentation. Je voudrais leur dire qu'ils soient rassurés. Ils ont commencé à l'être par rapport à la réunion de la commission ce matin. Ce sera bien le cas. Et c'est même là un des points forts de cette expérimentation qui rompt avec la logique dérogatoire des contrats aidés. Je pense que la ministre ne me contredira pas sur ce point. C'est pourquoi, sur la base de ces explications et sur une explication complémentaire qui explique pourquoi la référence au SMIC est inscrite à l'article 4, c'est pour vous rappeler quand même qu'au démarrage de l'expérimentation dans l'idée d'ATD Quart Monde, il était prévu que les contrats seraient au SMIC et de manière invariable pendant les 5 ans de durée de l'expérimentation, et que c'est, je crois, le Conseil économique et social qui a indiqué que ce n'était ni souhaitable ni valable. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Je n'ai rien à ajouter, défavorable. Bien. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement à Madame David. Oui, je vais retirer cet amendement puisque Madame la rapporteure et Madame la ministre nous affirment que nous sommes bien dans le droit commun. Mais il est vrai que dans l'avis du CESE, il était bien précisé qu'il fallait que ce contrat respecte le droit du travail et qu'il ne pouvait être question de bloquer le salaire au SMIC pendant la durée de 5 ans de l'expérimentation. Donc il est vrai que dans l'article, ça a été légèrement modifié. Il est dit que c'est au minimum au SMIC au début du processus, ce qui n'empêche pas son évolution. Bon, donc nous retirons cet amendement, Madame la Présidente. Merci. Alors, amendement suivant, Monsieur Jean Sanetas, pour le 15 rectifié. Merci Madame la Présidente. Cet amendement est un amendement donc d'harmonisation et de coordination. Il a pour objet de préciser que le fonds d'expérimentation n'interviendra dans le financement de l'indemnité des salariés licenciés que si le licenciement résulte d'un arrêt anticipé de l'expérimentation ou de sa non-reconduction. Merci. Avis de la commission. Favorable. Favorable, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 65 est présenté par le gouvernement. Madame la ministre, vous avez la parole. Alors, la proposition de loi, dans la version actuelle, prévoit que la rupture du contrat avant la fin de l'expérimentation et à l'initiative du salarié pour exercer un CDD d'une durée de 6 mois, un CDI ou une formation qualifiante
ne peut pas priver le salarié de ses droits à l'assurance chômage, comme c'est le cas pour les contrats aidés suivant les termes de l'accord d'application du 14 mai 2014, annexé à la Convention d'assurance chômage. Si le même régime peut légitimement s'appliquer aux bénéficiaires de l'expérimentation, il revient aux partenaires sociaux d'en décider et je leur proposerai bien sûr de s'emparer de ce sujet. En attendant et pour encourager la recherche d'emploi sur le marché du travail de façon sécurisée pour les salariés participant à l'expérimentation, le présent amendement substitue au cadre de la démission la possibilité de suspendre le contrat pour accomplir une période d'essai pour un CDI ou un CDD d'une durée au moins égale à 6 mois ou bien un CDD de moins de 6 mois. C'est un point très important et je prends aussi en compte vos débats que vous avez eus en commission et à l'amendement qui a été défendu par M. Gabouty. Si la période d'essai n'est pas concluante, par exemple, les salariés pourront, si besoin, réintégrer leur entreprise d'accueil et poursuivre leur parcours professionnel. Enfin, la nouvelle rédaction ne mentionne plus les actions de formation qualifiantes car le Code du travail permet déjà d'articuler période de travail et actions de formation. Merci. Monsieur Gabouty, pour l'amendement 41. Oui, même si nos amendements précédents n'avaient pas été pris en compte par la ministre et un peu malmenés par la gauche et la droite, je vous remercie d'avoir retenu notre réflexion sur celui-ci. Et effectivement, le texte que vous proposez permet de contourner certaines difficultés, notamment vis-à-vis de l'UNEDIC, dans la mesure où il y avait une modification du dispositif et que le but est bien de faciliter, d'encourager la recherche d'emploi sur le marché du travail de droit commun, je dirais par les personnes qui seraient rentrées dans le dispositif d'expérimentation. Donc je retire mon amendement et on apporte notre soutien à celui du gouvernement. Alors, avis de la Commission sur l'amendement du gouvernement. Dans la mesure où la Commission avait souhaité avoir l'avis du gouvernement sur l'amendement de M. Gabouty, il me semble que l'amendement que vient de nous présenter le gouvernement est une réponse qui peut convenir à la Commission, donc nous donnons un avis favorable. Très bien. Donc je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je mets aux voix l'article 4, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Nous passons à l'article 5, et donc nous avons l'amendement 25 rectifié. Monsieur Jean Sanetas. De coordination, avis de la Commission, favorable du gouvernement, favorable, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Le suivant, Monsieur Jean Sanetas, le 16, rectifié. Madame la Présidente, c'est un amendement d'harmonisation et de précision rédactionnelle qui vient notamment confirmer le fait que la contribution financière des collectivités au financement de l'expérimentation ira bien aux projets situés sur leur territoire respectif. Merci. Avis de la Commission. Favorable du gouvernement. Favorable, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le suivant, toujours Monsieur Jean Sanetas. 17, rectifié. Cet amendement précise que le fonds signera bien une convention avec chacun des organismes publics et privés participant à l'expérimentation et non une convention globale. Avis de la Commission. Favorable du gouvernement. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement suivant 18 rectifié, toujours Monsieur Jean Sanetas. Bien, cet amendement 18 rectifié vise, en lien avec les amendements numéro 15 et 23, à regrouper les dispositions relatives aux mesures réglementaires d'application de la proposition de loi au sein de l'article 7 bis. Avis de la Commission. Favorable du gouvernement. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 5. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 5, l'amendement 47 rectifié, Monsieur Chassaing. Oui, vous avez la parole. Oui. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, chers collègues,
Si vous voulez, dans le cadre de la mise en place de l'expérimentation territoriale visant à réduire le chômage de longue durée, il y a aussi les entreprises adaptées qui, effectivement, sont dans le secteur marchand, mais seront, bien sûr, impliquées. Et donc, je pense qu'il est nécessaire aussi que les travailleurs classés handicapés eh bien, puissent avoir leur place dans ces entreprises adaptées. Je rappelle qu'actuellement, les dotations par région sont assez basses et je pense que pour les territoires qui vont être retenus, ce serait bien que dans les entreprises adaptées, les travailleurs classés handicapés puissent avoir des postes puisque, effectivement, dans les chômeurs de longue durée, il y a aussi ces travailleurs classés handicapés. Alors voilà, tel est l'objet de mon amendement, augmentation de 15% dans les territoires participant à l'expérimentation. Alors, avis de la commission, Madame la rapporteure. Alors sur cet amendement, la commission a eu un peu de mal à saisir l'intérêt de ce qui lui semble être un peu un cavalier par la demande faite par Monsieur Chassaing. Dans la mesure où les entreprises adaptées peuvent conventionner dans le cadre de l'expérimentation, c'est quelque chose qui est prévu, et dans le cas où elles ne conventionnent pas, nous nous sommes interrogés sur le lien à faire entre l'augmentation possible de l'effectif de référence et la contractualisation. Donc la Commission a souhaité avoir l'avis du gouvernement sur cet amendement. Alors, avis du gouvernement. Merci. Je partage, Monsieur Chassaing, le fait que cette expérimentation doit absolument inclure, en effet, une action en direction. Aussi, les demandeurs d'emploi de longue durée sont des personnes en situation de handicap. Il est normal, bien évidemment, qu'elles puissent en bénéficier. Mais je ne crois pas que ce soit par ce biais de cette augmentation qu'on augmentera la part sur les entreprises adaptées. Pour moi, la situation, en effet, des personnes en situation de handicap dans leur accès au marché du travail est intolérable dans notre pays, je pense qu'on peut le dire. Nous avons en effet, quand on met en place de plus en plus, par exemple dans les cadres des contrats aidés dans le secteur non marchand, nous sommes passés de 10% à 15% de personnes en situation de handicap parce que nous voyons bien que nous avons particulièrement de difficultés justement pour qu'ils puissent accéder au marché du travail. C'est pour ça que dans le budget que j'ai porté devant vous pour l'année 2016, j'ai augmenté de 500 aides au poste dans les entreprises adaptées. Et nous allons continuer à faire. Mais je crois qu'il ne faut pas trop figer les choses par rapport à cela. Les personnes en situation de handicap pourront bénéficier de l'expérimentation, bien évidemment, mais ça n'a pas véritablement de lien avec les aides qu'on peut apporter par ailleurs aux entreprises adaptées. Merci. Donc, je vais mettre aux voix à Monsieur Chassaing. Vous retirez votre amendement. Merci beaucoup. Alors, nous passons au vote de l'article 6. Et il est supprimé, pardon. L'article 7. Nous avons l'amendement 19 et c'est Monsieur Jean Sanettas. C'est un amendement, Madame la Présidente, d'harmonisation rédactionnelle. Très bien. Avis de la Commission. Gouvernement. Avis du gouvernement. Favorable. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement suivant, le 20, rectifié, Monsieur Jean Sanettas. Bien, cet amendement porte sur le licenciement des salariés des entreprises conventionnées. Il limite explicitement la reconnaissance par la loi d'un licenciement individuel pour motif économique au seul cas où ce licenciement serait consécutif à l'arrêt prématuré du versement à l'entreprise de l'aide financière par le fonds. Dans ce seul cas, le fonds financera une partie de l'indemnité de licenciement des salariés concernés. Avis de la Commission. Favorable du gouvernement. Favorable, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 7. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article 7 bis. Amendement 21 rectifié. Monsieur Jean Sanettas. Bien, comme nous l'avons adopté à l'article 1er, cet amendement d'harmonisation précise que l'évaluation de l'expérimentation ne doit pas être assurée par le fonds lui-même, mais par un comité indépendant.
Avis de la commission. Favorable. Du gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Le suivant, toujours Monsieur Jean Sanitas, le 22. Madame la Présidente. Avis de la commission. Du gouvernement. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Monsieur Jean Sanitas pour le 23. Rectifié. L'amendement 23 rectifié, c'est un simple amendement de coordination, mais qui nous conduit à rappeler le principe même du fonctionnement de l'expérimentation. L'objectif de cette expérimentation est qu'au-delà de la phase d'amorçage, l'activité de l'entreprise ainsi créée devienne progressivement solvable. Ce but devrait être atteint puisque les activités de l'entreprise seront déterminées à partir de l'évaluation de besoins identifiés sur le terrain, mais non pris en charge par le secteur marchand. Au fur et à mesure que l'activité se développe et génère un profit, l'entreprise peut prendre en charge directement la rémunération des salariés. L'équilibre se met en place et le soutien financier du fonds peut être dégressif. Il est donc simplement nécessaire de le préciser dans le décret d'application de la loi, tout comme il est nécessaire de préciser dans ce texte les modalités de la participation de l'État. C'est là de la technique juridique qui ne présage en rien du maintien du montant global de la participation de l'État en rapport avec l'extension du dispositif. Avis de la commission sur cet amendement. Alors cet amendement a donné lieu ce matin en commission à un long débat qui a été nourri, je crois, par des incompréhensions sur sa portée réelle. Je tiens à rappeler qu'il n'ajoute rien à la PPL telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale et qu'il s'agit uniquement d'un amendement de légistique qui vise à réintroduire à l'article 7 bis qui concerne les modalités réglementaires d'application de la proposition de loi, les dispositions portant sur ce sujet qui ont été retirées des articles 4 et 5 par les amendements qui viennent d'être votés, les amendements 15 et 18. Je peux vous rappeler son objet. Il prévoit que le décret d'application de la loi devra prévoir les conditions de l'éventuelle dégressivité dans le temps, non pas de la participation de l'État, ce qui était le sens du vote défavorable en commission ce matin, mais du montant de l'aide versée par le fonds à chacune des entreprises conventionnées. Pourquoi envisager cette dégressivité? Parce que le but de cette expérimentation est bien de rendre solvables des activités nouvelles. Il est donc tout à fait possible d'envisager qu'au bout d'1 ou 2 ans, leur rentabilité s'améliore et dans ces conditions, le fonds n'aurait plus à compenser un différentiel aussi important qu'à l'origine entre le coût du salarié pour l'entreprise et le bénéfice qu'il lui permet de réaliser. Je précise qu'il s'agit là d'un point demandé par les associations porteuses de l'expérimentation. Et je vous rappelle enfin qu'il est prévu que le décret fixe les modalités de participation de l'État au fonds. Ces mots figuraient à l'alinéa 4 de l'article 5. Il n'est pas question ici de prévoir de manière détournée un éventuel désengagement anticipé de l'État qui abandonnerait les collectivités volontaires à leur propre sort. Je crois que Madame la Ministre a donné toutes les précisions nécessaires lors de l'examen de ces amendements et de l'article 5. Donc je vous proposerai, bien que l'avis de la commission ait été défavorable, de reconsidérer cet avis à l'aune des explications que je viens de vous donner. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Favorable. Favorable. Monsieur Mouillet. Madame la Présidente, j'entends bien tous les arguments qui ont été apportés par Madame la rapporteure. Simplement, quand même, vous venez de commencer votre explication pour nous expliquer que cela ne rajoutait rien à la PPL. Donc cet amendement ne rajoute rien à la PPL, mais en même temps, on nous indique depuis le début de nos discussions qu'on nous rassure les collectivités sur le financement, et en fin de discussion, on nous explique que la dégressivité de l'État va être mise dans le texte de loi. En même temps, on nous dit que c'est le décret qui fixe les modalités. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on rajoute cet amendement, puisque les décrets, par définition, fixent déjà les règles du jeu. Voilà, donc moi je considère que c'est un mauvais signe. Et donc si réellement ça n'apporte rien de spécifique à la PPL, je vois pourquoi c'est mentionné à l'intérieur. Je pense réellement qu'on a besoin d'être rassuré. Et en fin de débat, j'avoue que c'est une indication qui nous dérange en tous les cas. Et moi je confirme l'avis de la commission de ce matin, donc de nouveau avec un sentiment défavorable sur cet amendement. Alors, Madame Bric. Non, et après, Madame la Ministre. Oui, chers collègues, moi je crois que ce que je comprends
y compris en me remémorant notre discussion de ce matin. C'est que cet amendement n'apporte pas juridiquement plus ou moins du reste au texte, mais il l'éclaire. Et peut-être aurions-nous avoir ce débat en début de séance, parce que certains de nos collègues, M. Chassaing, M. Van Renberg, ont fait allusion justement aux emplois marchands privés. Et là, c'est bien le but économique de la proposition de loi, qui est une loi d'innovation sociale, certes, mais aussi une loi avec une logique économique, c'est-à-dire que nous voulons créer des emplois solvables par l'activité économique. Et ce matin en commission, je ne vais pas le refaire maintenant, il est trop tard, je vous ai pris l'exemple des déchets qui étaient gérés de manière associative il y a plus de 30 ans et qui maintenant sont rentrés dans un process quasi industriel avec des emplois marchands et souvent privés. Donc je crois que c'est ça vraiment la logique du texte. Et je voudrais vous en convaincre pour vous faire revenir sur votre choix de ce matin. Ce n'est pas uniquement une loi d'innovation sociale, c'est une loi qui a une logique économique, créer des emplois solvables. Et c'est ça que dit l'amendement. Merci, Madame David. Moi, j'entends ce que nous dit Madame Bric pour rassurer Monsieur Mouillet, mais comme ce matin en commission, j'avoue, pour essayer de convaincre nos collègues et de nous convaincre aussi, mais j'avoue que arrivé en fin de discussion où les choses se sont plutôt bien passées, et là on nous dit les modalités, en fonction des modalités de participation de l'État au fonds. Alors, quelque part, j'entends ce que vous nous dites et qu'il n'y a pas d'interrogation à avoir, mais quand même, je trouve que c'est un petit peu dommage, à l'heure où nos collectivités territoriales sont déjà un petit peu inquiètes de leurs finances, de mettre cette phrase-là à ce moment-là. On pourrait simplement dire qui peut être dégressif dans le temps en fonction de la situation de l'entreprise. Et puis, à la limite, on peut s'arrêter là. Mais parler après des modalités de financement du fonds, par l'État, ça me semble un peu malvenu. Ça ne nous empêchera pas de continuer et de maintenir notre confiance dans le texte et d'apporter un vote positif, mais ça nous interroge un petit peu néanmoins. Donc, Madame la Ministre, si vous pouviez, comme je vous le demandais dans mon intervention générale, nous rassurer sur le fait que ce ne seront pas les collectivités forcément qui seront amenées à financer si toutefois l'État se désengageait. Je pense que ce serait nous apporter des réponses fortes et ça répondrait aussi, d'une certaine manière, aux préconisations du CESE qui lui-même demandait à ce que le financement soit inscrit dans une loi de finances. Madame la rapporteure a demandé la parole. Vous avez la parole. Oui, je voudrais vous redonner lecture de l'article 7 bis. Pour que vous voyez en quoi le complément consiste. L'article 7 bis, dans la version donc, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, dit « Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente loi, notamment la méthodologie de l'évaluation de l'expérimentation par le Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds et des comités locaux mentionnés à l'article 3, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales habilités, ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article 3. Et notre amendement propose simplement d'ajouter qui peut être dégressif dans le temps le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds. Hein. Quel est l'intérêt d'être clair sur le fait qu'effectivement, la participation du fonds peut être amenée à être dégressive à partir du moment où l'emploi devient rentable, simplement. Alors, est-ce qu'on peut envisager de modifier cet amendement en supprimant la dernière partie qui semble vous faire problème particulièrement
qui concerne les modalités de participation de l'État au fonds, dans la mesure où Madame la ministre a été claire sur son engagement. Je sollicite son avis. La ministre. Je pense que c'était important que vous relisiez l'article 7 bis parce que moi, il me semble que cet amendement rassemble quelques points qui ont été précédemment répartis dans les articles 4 et 5. Ce faisant, il clarifie un point qui est très utile. La subvention accordée par le fonds pourra être dégressive, mais cette dégressivité n'est pas automatique, comme pouvait le laisser entendre la précédente formulation du texte dans la proposition de loi. Donc pour le fonds, il s'agira de tenir compte du modèle économique de l'entreprise conventionnée et sa situation financière. Voilà l'enjeu, il me semble, de cet amendement. Donc il y a, parce que l'enjeu de ce dispositif, c'est que quand même les activités deviennent pérennes et qu'elles n'aient plus besoin, puisqu'on va essayer de montrer qu'avec l'utilisation de dépenses actives, nous pouvons justement mettre en emploi des personnes sur des activités qui sont viables. Donc on voit bien, il y avait deux écueils. Un, de dire que la dégressivité était automatique, donc ne pas prendre en compte la capacité justement de laisser peut-être plus de temps à telle ou telle activité par rapport à d'autres. Et il y avait un autre écueil qui était de dire qu'il n'y a pas de dégressivité, et c'est des financements de l'État et des autres partenaires tout au long de l'expérimentation. Donc là, il me semble que la formulation telle qu'elle est apportée rappelle que la dégressivité, elle se fait par rapport à la situation économique qui sont mises en œuvre par l'entreprise. Madame de Roche. Oui, merci Madame la Présidente. Je pense que lorsqu'on a abordé ce texte, on l'a fait en effet comme une loi d'expérimentation et qu'il n'était pas du tout question lors de ce texte de surlégiférer par rapport à ce qui était sorti de l'Assemblée nationale. Une des craintes quand même exprimées par notre groupe, c'était celui de la charge qui pouvait basculer à un moment sur les collectivités locales. Et il faut reconnaître que la formulation de l'amendement tel qu'il est défini, de cette modalité de participation de l'État au fonds avec un côté dégressif, peut avoir un côté très inquiétant et qui ne rassure pas et les collectivités et même les entreprises. Et dans le cadre de cette expérimentation et du texte tel qu'il est sorti de l'Assemblée nationale, nous restons toujours défavorables à cet amendement. Bien. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement. Défavorable, avis de la commission. Favorable du gouvernement. Alors, qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 7 bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 7 bis est adopté. Même vote pour le 7 ter. L'article 8 reste supprimé. Et nous arrivons à 3 amendements identiques qui portent sur l'intitulé de la proposition de loi. Le premier, Monsieur Jean Sanetas, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il est bon d'être ambitieux, mais il n'est pas raisonnable d'être présomptueux. Il ne serait pas non plus digne du législateur de faire croire ou de laisser croire qu'il a trouvé une formule magique pour faire disparaître le chômage de longue durée. D'ailleurs, personne ne le croirait. Nous savons que là où se trouvent les personnes les plus en difficulté, celles qui doivent particulièrement bénéficier d'un accompagnement adapté à leur réinsertion dans l'activité économique et de l'emploi. C'est une œuvre de longue haleine qui exige la mobilisation de tous. Nous y prenons ici modestement notre part en permettant à l'initiative des grandes associations et des partenaires locaux de se développer pleinement. Il est bien évident que ce texte ne permettra pas de faire disparaître le chômage de longue durée. Nous n'avons pas sur ce point d'illusion, mais nous avons l'espoir
de parvenir à le contenir et progressivement à le réduire et le résorber. Cet espoir, nous voulons tous, par cette loi, le partager avec tous ceux qui vivent cette situation ou craignent de la vivre un jour. Voilà pourquoi nous proposons un intitulé plus exact de la future loi. Et alors, le titre, je vais laisser résorber, de faire disparaître le chômage de longue durée. Il serait... Ah, je ne le vois pas. Il est tard, excusez-moi. À résorber le chômage de longue durée. Voilà, pas raison. Bien, alors l'amendement 26 rectifié par Monsieur Gabouty. Oui, c'est le même amendement avec à peu près les mêmes explications. Bien sûr, certains auraient préféré qu'on utilise les termes diminuer, réduire, mais dans la mesure où ces termes peuvent être, je dirais, accompagnés d'un pourcentage, ils pourraient être tournés en ridicule parce que réduire de 0,5%, c'est effectivement réduire. Donc il n'était pas non plus approprié. Et le terme résorber répond effectivement à l'objectif ambitieux, même s'il est un petit peu irréaliste, mais c'est une ligne d'horizon, de réduire le plus possible le chômage de longue durée. Et en même temps, c'est un terme qui donne une indication sur le caractère progressif et beaucoup plus réaliste de cette réduction. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut faire consensus. Madame Malherbe. Oui, simplement pour compléter, puisqu'il s'agit effectivement du même amendement, je remercie d'abord Madame la rapporteure d'avoir entendu et toute la commission des affaires sociales d'avoir entendu le cri que j'ai pu pousser avant l'interruption de Noël et Nouvel An sur ce sujet, non pas par rapport à nous qui sommes ici, mais par rapport à ceux qui sont concernés et à qui il ne faut pas faire croire n'importe quoi, effectivement, même si on a besoin et raison d'être ambitieux sur ce sujet-là. Et ça, c'était important. Donc l'idée, effectivement, de vouloir faire disparaître, c'était une volonté intéressante, mais dans la manière de le dire, et on sait qu'il va y avoir de la communication autour de cela, enfin en tout cas je l'espère, eh bien il était important de ne pas, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la discussion générale, provoquer de la frustration, de l'insatisfaction et donc une fois de plus du désespoir. Donc très sincèrement, je peux que donner ma satisfaction de ces différents amendements et j'espère très sincèrement qu'ils seront votés à une grande majorité, voire à l'unanimité, même si je sais que certains préfèrent effectivement la notion de réduction. J'y reviens pas, ça a été expliqué par mon collègue juste avant moi. Merci. Alors, avis de la commission, Madame la rapporteure. L'avis de la commission est favorable pour les trois amendements. Avis du gouvernement. Sagesse. Je pense que s'il revient, je comprends tout à fait les arguments et je crois qu'il revient à cette Assemblée justement de décider le nom de cette loi. Et je voudrais, puisque c'est la dernière intervention, remercier la rapporteure pour tout le travail qu'elle a mené sur cette loi et vous remercier toutes et tous pour la tenue de ces débats. Merci. Alors, je vais mettre aux voix. Monsieur Cadic souhaite prendre la parole. Merci Madame la Présidente. Si la question du chômage de longue durée n'était pas si dramatique pour les gens concernés, comme ça a été dit et rappelé souvent, le débat final sur le titre prêterait à sourire. Je réponds à mon collègue qui m'a interpellé tout à l'heure. Je suis également un entrepreneur, mais je ne me paye pas de mots, je me paye de résultats. Comme vous, je vis sur une île. Il n'y a pas 30% de chômage, il y a 5% de taux de chômage. Il y a d'autres politiques économiques et d'autres organisations du travail qui permettent ces résultats. Je vous le dis sans rire. C'est cette efficacité que je veux apporter à mon pays. Merci. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement, les trois amendements qui sont identiques, 24, 26, 49, qui est pour. Voilà, qui est contre, qui s'abstient. Eh bien, les amendements sont adoptés. Unanimité.
Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Gabory. Alors, Madame Bric, après. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, je ne serai pas très long, très brièvement. Le groupe UDI s'était investi positivement dans l'examen de ce texte avec la volonté de l'améliorer sans en trahir ni l'esprit ni les objectifs. Nous regrettons cependant que l'échantillon de 10 territoires nous paraît effectivement un échantillon trop limité pour tirer des enseignements pertinents sur un tel dispositif. Il nous paraît également antinomique de refuser une ouverture au secteur marchand au niveau de l'expérimentation, qui aurait pu être d'ailleurs contingentée, alors qu'en cas de conclusion positive sur la dite expérimentation, celle-ci pourra être étendue au secteur marchand. Comment étendre à un secteur marchand alors qu'on n'a pas fait d'expérience sur le dit secteur? Donc je crois qu'il y a une certaine contradiction dans la démarche. Et enfin, maintenir une durée d'expérimentation de 5 ans ne répond pas à la nécessité de réactivité d'un dispositif de ce type. Donc ce point nous paraissait essentiel. Malgré cela, la majorité, grande majorité, disons, de notre groupe approuvera, compte tenu des objectifs poursuivis et de laisser une chance à ce type d'expérimentation, approuvera ce texte, mais avec de tels choix en termes de gestion et de durée, on est sans doute loin de l'inversion de la courbe du chômage de longue durée. Merci. Madame Bric. Oui, moi je voudrais dès l'abord remercier à la fois le travail de la rapporteure et puis remercier aussi le gouvernement parce que c'est une proposition de loi vraiment d'origine parlementaire et le gouvernement y a apporté sa contribution. C'est, je pense, une coproduction dont on ne peut que se féliciter. Puis je veux remercier la majorité sénatoriale qui apporte finalement son soutien. Elle a compris l'enjeu de la question et je crois que nos concitoyens attendent ça de nous. C'est-à-dire que sur des textes, nous arrivions à nous mettre d'accord pour un objectif commun. C'est ce qu'on appelle retrouver des majorités d'idées. Ce n'est pas si souvent. Et je voudrais, pour terminer, dire à Monsieur Cadic, oui, ce n'est pas normal que la France ait un taux de chômage aussi fort. C'est clair. Un grand économiste, Monsieur Blanchard, qui était encore il n'y a guère le chief économiste du FMI, nous dit, dans un hebdomadaire de la semaine dernière, nous dit qu'on doit arriver à 8% et que normalement, avec une réforme du marché du travail, on devrait arriver à 5%. Et moi, j'attends beaucoup des propositions qui nous seront faites dans la prochaine loi. Je crois qu'on se retrouvera à vos côtés, Madame la Ministre, pour en débattre au Sénat et qu'il ne faut pas forcément mettre en concurrence l'innovation sociale et les logiques purement économiques, fussent-elles macroéconomiques. Je me rappelle de votre intervention de ce matin, Monsieur Van Renberg, mais je crois qu'il faut les mener de pair. Et c'est ce que fait ce texte. Il fait une confiance au territoire, à l'expérimentation, à l'innovation, et il introduit un cadre très clair pour l'évaluation. Je crois que nous avons fait œuvre utile ensemble cette nuit. Merci. Merci. Monsieur Mouillet. Oui, Madame la Présidente, très rapidement. On est relativement satisfait des débats de ce soir. Rappelons, l'esprit c'était d'utiliser l'argent finalement qui était consommé dans l'aide sociale auprès des personnes qui sont finalement chez elles pour leur permettre finalement par ce biais-là de bénéficier d'un emploi, de CDI. Donc on voit bien l'enjeu, c'est de finalement avoir une approche différente de chômage de longue durée, donc donner cette capacité à retourner, je dirais, dans un environnement de société qui correspond beaucoup plus aux attentes des aspirations.
Mais au-delà de tout ça, je crois qu'on a été rassuré à la fois par les débats sur les quelques interrogations, mais je rappelle quand même que le groupe républicain est favorable à ce texte de loi, mais de nouveau, le message est entendu, Madame la Ministre, que ce n'est qu'un élément dans le processus et que nous attendons beaucoup, avec urgence d'ailleurs, des différentes mesures économiques en faveur de l'emploi. C'est une urgence générale, donc il faut profiter également de cette conclusion pour rappeler cet élément essentiel. Merci. Merci. Madame Malherbe, vous avez la parole. Oui, pour essayer de compléter simplement ce qui vient d'être dit de part et d'autre. Effectivement, dans cette loi, il y a des choses qui méritaient ces expériences limitées à 10, etc., qu'on avait envie en tout cas de voir plus importantes. Donc je n'en dis pas plus, effectivement, à partir du moment où on vote la loi parce que c'est une expérimentation et qu'on va de l'avant et que les débats ont été riches. Et moi aussi, je félicite à nouveau Madame Anne-Emery Dumas pour la tenue de ces débats, Madame la rapporteure, parce que ça nous a permis franchement d'avancer les uns et les autres et de pouvoir se mettre en ordre de bataille pour continuer dans cette démarche-là, puisqu'on sait qu'on va avoir à travailler sur des textes à venir concernant l'emploi une fois de plus. Et j'insiste tout particulièrement, effectivement, comme ça a été dit parfois par certains, peut-être moins ce soir, sur les très petites entreprises dans nos territoires, sur les artisans et un certain nombre de petits commerçants dans nos territoires qui sont aussi fortement touchés et qui ont très souvent envie d'embaucher parfois leur premier salarié ou leur deuxième salarié. Donc, en ordre de marche pour travailler sur ces sujets-là pour nos concitoyens. La parole à Madame David. Merci Madame la Présidente pour dire à mon tour mon plaisir de voir ce texte adopté pratiquement sur tous les bancs à l'unanimité. Sans doute que ce travail, ce vote est le résultat, bien sûr, je l'ai dit dans mon intervention, de la coécriture de ce texte du terrain vers le Parlement, et le travail parlementaire a permis, je crois, d'enrichir ce texte. Mais je pense que le résultat de ce vote est aussi dû, et je l'en remercie, à notre rapporteure, Anne-Emery Dumas, qui a, je crois, beaucoup contribué à ce que nous soyons dans une vision positive de ce texte. Donc je voulais lui dire ici, à la Commission bien sûr, et à son président, les amendements qui nous inquiétaient et dont je parlais dans mon intervention ayant été repoussés, certains des nôtres ayant été adoptés, nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir voter ce texte tel qu'il ressort de nos travaux. Néanmoins, je crois quand même, mes chers collègues, ça a été dit, mais qu'il ne faut pas non plus faire dire à ce texte plus que ce qui y est écrit. Et ce texte n'a pas vocation à détruire, enfin à réduire à néant le chômage de longue durée sur l'ensemble du territoire. Et en ce sens, le titre tel qu'il a été modifié, je crois, apporte un peu plus de modestie à ce texte. Et je crois que c'est bien parce qu'il ne faudrait pas apporter de l'insatisfaction aux personnes qui souffrent de ce fléau qu'est le chômage de longue durée. Donc je pense que nous faisons œuvre utile, car toute mesure qui pourrait combattre de quelques milliers de cas le chômage de longue durée, c'est positif. 2 à 3 000, nous disait Madame la rapporteure, c'est ça de bien. Mais je suis persuadée, je l'ai dit et je le reste persuadée, que c'est quand même bien le secteur marchand qui doit être créateur d'emplois. Et je pense qu'il y a besoin, et nous sommes ici au groupe CRC très souvent porteurs de propositions en ce sens. Il y a besoin ici de redonner à notre pays une industrialisation forte et de vraies mesures pour l'emploi qui ne soient pas seulement des mesures en faveur des entreprises. Merci. Monsieur Chassaing. Présidente, Madame la Ministre, bon, on n'attendait quand même pas, avec ce texte, de résorber le chômage de longue durée. Bon, c'est un petit plus. Je trouve que c'est bien qu'on soit associé à ce texte. Je remercie donc Madame le rapporteur. Je regrette que dans l'avenir, même si ce n'est pas immédiat, le secteur marchand ne soit pas associé. J'espère qu'il le sera. Ce projet, ça sera, j'espère, dans certains territoires que je connais bien, ruraux, j'espère, une dynamique territoriale qui aurait nécessité effectivement l'intégration dans ce dispositif des artisans et commerçants, ça dit par Madame Malherbe, qui ont très peu de marge
et qui, pour certains, peuvent embaucher, mais on hésite à embaucher, surtout des chômeurs de longue durée, parce que, bon, ils ont des fois quelques a priori, et aussi, bien sûr, les charges sont fortes et la flexibilité est réduite. Donc je pense que ça aurait été un plus pour intégrer le secteur marchand, pour qu'il y ait vraiment une dynamique dans les territoires qui vont être retenus. Néanmoins, effectivement, je suis favorable, j'ai voté bien sûr, à essayer de ce texte et dans mon département, dans ma commune également. Merci. Merci. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. Donc, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dont l'intitulé est ainsi rédigé. Proposition de loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée. Qui est pour? Non, 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 non. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette proposition de loi est adoptée. Je vous remercie. Voilà pour l'adoption à l'unanimité de cette proposition de loi socialiste. Vous l'aurez noté, un certain nombre de groupes politiques au Sénat, la droite ou encore les communistes, ont jugé l'expérimentation proposée limitée, mais cela ne les a pas empêchés de voter favorablement. Il y a eu donc un certain nombre d'amendements du Sénat qui ont été adoptés à l'occasion de l'examen de ce texte. Notez d'abord l'intitulé même du texte qui a été modifié dans la version de l'Assemblée nationale. Il s'agissait d'une proposition de loi visant à faire disparaître le chômage de longue durée des territoires. Le Sénat a été plus modeste et certainement plus réaliste. Et pour lui, il s'agit simplement d'une proposition de loi visant à résorber le chômage de longue durée. Le Sénat qui a également tenu à inscrire dans le texte qu'il y aurait un comité scientifique indépendant en charge de l'évaluation de cette expérimentation. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 avec Sénat 360. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.